Premier émoi amoureux. J'avais 4 ans, dans l'île de Noirmoutier. Je revois l'ancien phare appelé la Tour Plantier, qui dominait la crique sablonneuse de l'Anse Rouge, un nom qui lui restait d'un sanglant massacre entre les Chouans et les Bleus qui tentaient de débarquer. Elle était paisible, cette plage. Le sang avait stimulé la végétation luxuriante, les mimosas abondaient. On se baignait le matin dans une eau glacée. On s'allongeait sur la plage dans un doux repli de sable où un soldat, le ventre ouvert, avait peut-être agonisé. Puis on allait se changer dans la tour. Une atmosphère fraîche et humide, comme celle d'une grotte, d'où s'exhalait une odeur de moisie et de sapinette. À quoi pensais-je alors? Je flottais dans quelques brumes. Soudain, un spectacle inhabituel attira mon attention. Dans la pièce, près de moi, 2 jeunes femmes, une brune et une blonde, ôtaient leur maillot de bain, le rinçaient et le suspendaient au rebord d'une fenêtre. Nues, comme si de rien n'était, inattentives à ma personne, elles se douchaient, se couvraient le corps de crème, tout en bavardant. Elles plaisantaient, se racontaient des épisodes de vacances. Peut-être se confiaient-elles des secrets, ou bien parlaient-elles des robes qu'elles allaient mettre le soir. Ces paroles s'envolaient. Elles n'avaient aucun sens pour moi. Ce qui me bouleversait, c'était la présence nouvelle et fabuleuse d'un corps de femme. Le tumulte que cette découverte provoquait dans ma tête m'effrayait. J'étais pris entre la stupeur de la découverte et la fascination. Je ne pouvais détacher mon regard de ces corps. Je les scrutais, je les épiais, et plus je les observais, plus mon trouble augmentait. Je pressentais qu'un tel phénomène ne pouvait avoir qu'une cause grave, un secret auquel je n'avais pas accès. Je me sentais impuissant et plein de rage de n'être pas en mesure de le comprendre. Lorsque les 2 jeunes femmes se rhabillèrent, je les regardais encore, les dénudais sans fin, superposant à cette vision sage et banale le souvenir plein de feu que j'avais d'elles. Le reste de la journée, je restais les yeux dans le vide, happé par le souvenir de ces corps, de cette part aventureuse, ténébreuse qu'ils dissimulaient. Le jour suivant, l'image revint m'obséder. Ce ne fut qu'avec le temps qu'elle perdit de sa violence, non de sa suggestion. Quand j'y repensais, un engourdissement me prenait, moins délicieux que cruel, comme une faim qu'on ne peut rassasier. Que ce fût ma mère dont je venais de découvrir la nudité, en même temps que celle de sa sœur, n'aurait pas beaucoup d'importance si, à la même époque, celle-ci n'avait décidé de se séparer momentanément de moi. Elle me confia, pour plusieurs mois, à un couple de pêcheurs de cette île, qui, n'ayant pas d'enfants, regardait ma venue comme une bénédiction du ciel. Bientôt, malgré la déchirure de la séparation, le visage de ma mère et celui de mon père s'estompèrent. Je ne pensais pas plus à eux que s'ils n'existaient plus, que s'ils n'avaient jamais existé. Je regardais d'un œil distrait les lettres que m'adressait mon père, qui comportaient des dessins et des histoires. Quel mal il se donnait pour me témoigner sa tendresse. Je regardais ces lettres sans émotion, comme s'il s'agissait de nouvelles venues de personnes étrangères. À un certain degré dans la souffrance de l'abandon, on se forge une indifférence qui vous préserve de la folie. Mes parents nourriciers m'apportaient tant d'amour que j'oubliais celui que me portaient ceux qui m'avaient inexplicablement fui après m'avoir tout aussi inexplicablement mis au monde. L'histoire du petit Pousset ne m'apparaissait pas comme un conte, mais comme une aventure réelle. Oui, j'oubliais tout, le visage de mes parents, leur existence, la vie que j'avais menée avec eux. J'oubliais tout, sauf la vision de ces corps nus de femmes dans la chambre de la Tour Plantier, qui sentaient le moisi et la sapinette, et l'émoi me reprenait. Je me réfugiais dans le merveilleux. Je parlais aux arbres qui gémissaient sous le souffle de l'océan. Je dialoguais avec les petits lézards verts qui se chauffaient sur des pierres. Je suivais avec compassion les caravanes de fourmis dans le sable. Jeanne et Japonais, mes parents nourriciers, n'avaient qu'un langage rudimentaire. Mais leur amour se manifestait avec autant d'évidence que la présence du soleil. Je les considérais comme des éléments de la nature, comme le vent, les marées. Plus frustre encore était la grand-mère Martin, qui vivait seule dans sa tanière, à l'autre bout de la maison. Une grande pièce sombre, au sol en terre battue, qui ne comportait aucun meuble, à l'exception d'un lit vaste comme un tombeau. Un seau renversé en fer servait de table.
C'était tout ce qu'elle possédait, avec un corsage et une jupe en drap noir, une coiffe, la quichenotte et un châle. Sa cheminée lui tenait lieu de chauffage, de cuisine, de mari, qu'elle n'avait plus, et même de télévision. Sur un trépied, dans un petit chaudron, cuisait sa soupe aux herbes. Le bois était rare dans cette contrée de dunes et de marais. Elle employait comme combustible des bouses de vache détrempées, mêlées à du foin, puis séchées au soleil, des bouzas. Je donne cette indication à l'intention des ethnologues de la Vendée et aux amateurs de traditions populaires. Ce feu, qui crépitait le soir, réveillant l'odeur âcre et laiteuse des bouses de vache, illuminait la pièce et y faisait danser des ombres. C'est alors qu'elle racontait des histoires plus terribles les unes que les autres. À la mémoire ensanglantée de l'île, ravagée par les colonnes infernales, s'ajoutait la dilection du peuple pour l'horrible. Je l'écoutais avec délice raconter ses horreurs, comme si elle me narrait des contes pour enfants. Elle s'exprimait en patois noirmoutrin. Je la comprenais très bien. C'est d'ailleurs le seul idiome, autre que ma langue maternelle, que j'ai jamais pu parler. Son visage de vieille figue ridée, éclairé par le feu, prenait une apparence sardonique. Elle ressemblait à une sorcière. Elle l'était peut-être. Elle fuyait les médecins et se soignait avec des plantes qu'elle coupait avec sa faucille au petit jour. La tête farcie d'horreur, je m'endormais, escortée par les colonnes de Turreau et ses charmants compagnons, violeurs de femmes, éventreurs d'enfants et tortionnaires du même acabit. Alors réapparaissait le souvenir des femmes nues. Puis l'image des corps s'évanouissait, perdait ses contours, s'enveloppait de vagues et de brumes. Je me désolais en songeant qu'un jour, peut-être, cette image aussi s'effacerait. Le jour, dans mes promenades, je faisais un pèlerinage qui me conduisait non loin de là, à l'abri des dunes, à un énorme tas de pierres qui jouxtait un puits. C'était ce qui restait de la maison de mes parents, détruite par la soldatesque allemande en déroute. Ce lieu me rappelait-il les auteurs de mes jours ? Un sentiment diffus de propriété se développait alors en moi, en même temps que la sensation intense de son inanité. J'étais propriétaire de ruines, je possédais quelque chose qui n'existait plus. Seul le puits intact, avec sa margelle en parfait état, désignait qu'ici gisait une maison que des gens avaient habitée, où ils avaient dormi, aimé, et tout cela était détruit. Plus vague encore que l'image de cette maison sous ses ruines, le visage de mes parents, leur existence même. Ces parents, je les portais dans mon cœur, mais je les jugeais durement. Je ne leur trouvais aucune circonstance atténuante. Plutôt que de penser que j'avais affaire à des parents indignes, je préférais croire que j'étais seule, née par l'opération du Saint-Esprit, bâtard, orphelin. Que pouvais-je répondre à cette question qu'on me posait sans cesse ? Où sont tes parents ? Pourquoi n'es-tu pas avec eux ? C'est la raison pour laquelle les bâtards m'ont toujours paru fraternels. Je les comprends, je les aime, je sais ce qu'ils ont souffert. Je suis l'un d'eux, à ma manière. Japon ? Il devait se sobriquer à ses yeux bridés, m'emmener avec lui participer à toutes sortes de pêches. Il posait des casiers, trouvait des congres sous les pierres, à marée basse, des araignées. Parfois, avec sa fouine, il harponnait une sole, un turbot et autres poissons plats tapis dans la vase. Il pêchait également les anguilles dans les marais. Elles grouillaient dans son panier comme les serpents autour de la tête de Laocoon. Durant ces opérations, il ne prononçait pas un mot. Non qu'il craignît d'effaroucher ses proies, mais parce que c'était sa nature. Il était laconique, mais non taciturne. Il avait une gaieté à lui qui ne s'exprimait pas par les mots. Je trouvais dans les richesses et la variété de la nature une compensation à mon abandon. Quel formidable terrain de jeu! Le soleil, la lune, le vent qui jouait avec l'océan, les plages, les dunes couvertes d'ajoncs composaient un décor qui suffisait à mon bonheur recomposé. La nature m'a donné le goût, la passion du merveilleux. Et dans ce merveilleux entrait mon statut d'enfant au destin original et le besoin de calmer mon angoisse en la faisant dériver vers des suppositions imaginaires. Je me racontais ma vie et celle des autres pour distraire mon mal. Ainsi naît le romancier, qui est toujours un transfuge du malheur. En quoi consiste le roman, sinon à réparer l'irréparable ?
Grâce à lui, l'impossible se réalise. On se transporte mieux que sur un tapis volant auprès des êtres aimés. On leur prête les sentiments qui vous font défaut. On les ressuscite même s'ils sont morts. Ainsi, j'éprouvais par ce subterfuge un sentiment de puissance sur le monde, puisque j'obtenais à volonté la richesse qui me manquait. Je fabriquais de l'amour avec presque rien, comme les alchimistes font de l'or avec du plomb. D'avoir deux mères, une pour les mois d'été, l'autre, Jeanne, pour les longs mois d'hiver, ne laissait pas de me troubler. Je devais m'habituer à ce jeu cruel qui consistait à oublier celle qui me quittait pour m'attacher à l'autre qui la remplaçait. Je finissais par me demander laquelle était ma véritable mère. Surtout, cette instabilité touchant une affection fondamentale créait chez moi une angoisse. La sécurité d'un amour unique me manquait. J'ai longtemps cherché le lien entre ces femmes nues et l'abandon de ma mère dans ma quête de l'amour. Est-ce alors que j'ai appris à l'associer au merveilleux, puis de là au roman, forme adulte du merveilleux? Je me rends compte que je parle beaucoup d'amour. En réalité, je ne m'intéresse vraiment qu'à l'énigme du cœur. Ce qui me passionne dans l'amour, c'est qu'il est ce pont mystérieux qui me conduit à moi-même. S'il se bornait à n'être que le prétexte à des aventures sexuelles, il n'y aurait pas beaucoup de raisons de s'en préoccuper. Nous savons au fond de nous-mêmes que l'enjeu est beaucoup plus grave. Il s'agit de gravir des échelons dans un ordre secret. Que cela se passe avec des protestations passionnées, des serments, des coups de rein suivis d'injures, de rancœurs et d'âmes froissées, ne doit pas nous abuser sur la véritable partie qui se joue en nous en vue de notre accomplissement. Nous progressons ainsi, nous gagnons des sphères auxquelles nous nous croyons incapables d'accéder. L'amour est une initiation qui ne se termine jamais. Peut-être même a-t-elle un destin posthume, une ère des réparations succédant à celle des destructions. Peut-être ces sentiments amoureux si volatiles et inconstants, désormais cristallisés, solidifiés, apaisés à jamais dans l'état minéral, entrent-ils dans la composition d'une étoile? C'est peut-être elle que nous cherchons confusément, la nuit, dans l'étreinte.